Nous sommes vendredi, donc le 12 décembre, et vous êtes en direct sur leurs ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Alors nous vous rappelons, chers auditrices, chers auditeurs, que cette émission vous appartient, surtout si vous êtes victime, témoin d'une injustice ou d'un abus de pouvoir et vous souhaitez les dénoncer publiquement. Cette fenêtre vous encourage à le faire. Alors je vous rappelle également que les injustices et les abus de pouvoir sont les pires ennemis d'une société. Une société comme la nôtre ne devra surtout pas, et je dis bien, ne devra surtout pas être terrain propice à l'injustice, à l'abus de pouvoir. Dans une démocratie, le citoyen demeure un acteur important dans la vie politique. Tous les moyens, d'ailleurs, tous les moyens pacifiques, justement, sont légitimes, justement, pour dire non à l'injustice, non à l'abus de pouvoir. Il est de votre devoir, chères auditrices, chers auditeurs, de lutter contre les injustices, de les rejeter, de les repousser dans notre espace, dans notre vie de tous les jours. Alors, accepter maintenant l'injustice sur n'importe quelle forme, ce n'est pas simplement une trahison envers la société, mais c'est quasiment une complicité qui fait de nous des abuseurs, des personnes, ou plutôt des personnes malhonnêtes, et nous ne devrons pas être fiers de l'être. Voilà, nous vous invitons, chers auditrices, chers auditeurs, d'être et pour le peu solidaire avec les militants en défense des droits. La solidarité, c'est le fait de penser sincèrement que celles et ceux qui réclament justice ont raison de se battre pour en arriver à changer la situation. Maintenant, bien sûr, tous les moyens pacifiques intelligents sont des atouts pour lutter contre les injustices, contre les abus de pouvoir. À chacun de nous de faire sa part. Nous avons trouvé dans les mots une force, nous avons trouvé dans la sincérité une voie qui nous encourage à suivre la quête de la justice, malgré que nous ayons la certitude de l'inexistence de la justice souhaitée. Alors nous continuerons avec vous le combat pour la justice parce que ce combat a toujours existé, il continuera d'exister. De toute façon, il y aura toujours des victimes de l'injustice, de l'abus de pouvoir. L'homme est une absurdité si vous lui confiez le pouvoir sans surveillance, il a tendance d'être injuste envers les autres. Alors revenons à notre sujet, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, l'injustice et l'abus de pouvoir sont au Québec un phénomène qui se promène librement sans la moindre impunité et ceux qui ont pris le pouvoir, malheureusement, n'ont visiblement pas cette volonté de s'en occuper pleinement. Maintenant, je dis bien, c'est comme si l'État est dépassé au point de laisser les choses pourrir de plus en plus, mais celles et ceux qui pourrissent, ils pourrissent chaque jour davantage. Bref, il ne faut jamais dévaloriser le geste, un mot, un souhait pour dire non à l'injustice, non à l'abus de pouvoir. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil pour cette fenêtre et revenons rapidement à notre émission de ce matin. Nous avons dans le studio avec nous Monsieur Bernard Saint-Jacques, il est venu nous voir pour la première fois, donc il est de l'organisme le RAPSIM, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, un organisme qui a vu le jour en 1974 à l'initiative de plusieurs intervenantes du milieu de l'itinérance. Les fondateurs, je dis bien, du RAPSIM étaient préoccupés par la réalisation de projets et la mise sur pied d'organismes afin de venir en aide aux personnes touchées par le phénomène de l'itinérance à Montréal. D'ailleurs, nous vivons les premières tempêtes de neige et dans ces moments difficiles, il est important d'avoir quelqu'un qui nous rappelle de la situation des personnes itinérantes. Remarque, les sans-abri sont de plus en plus nombreux dans notre société, une réalité frappante, inquiétante, dérangeante. Le petit bulldozer de la ville de Montréal marque des points sur le dos des itinérants sans leur tendre la main réellement. Alors à Ottawa encore c'est pire, on investit des millions de dollars à l'étranger pour obtenir le nom de membres participants alors que nous sommes incapables chez nous de loger, de nourrir des milliers de personnes itinérantes. La pauvreté au Québec est bouleversante, donc quand vous rencontrez ces gens qui veulent se suicider parce qu'ils ne peuvent plus de la pauvreté, on peut dire qu'on a un problème et un vrai problème. Alors nous profitons tout simplement de la présence de Monsieur Bernard Saint-Jacques pour mieux comprendre peut-être les enjeux de ce phénomène, l'itinérance et la pauvreté dans notre société et à Montréal en particulier. Voilà, donc au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Mon collègue Ernest, un avis de justice m'accompagnera le long de cette émission. Alors, restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous céderons la parole à notre invité d'aujourd'hui. Et je profite de vous rappeler aussi, si vous souhaitez bien sûr participer à cette émission, appelez-nous au 514-273-4302. Donc, je vous rappelle, appelez-nous si vous souhaitez participer à cette émission. 514-273-4302.
514-273-4302 ou bien nous écrire à info@mage-québec.com. Alors je répète, info@mage-québec.com. Alors restez branchés, nous serons avec vous dans quelques instants. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un Baphomet est à la lune. Alors voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Et nous avons avec nous ce matin monsieur Bernard Saint-Jacques, il est organisateur de l'organisme le RAPSIM. Alors c'est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comment ça va?
Très, très bien. Très bien. Alors, je sais que votre organisme, il existe depuis 74, depuis très longtemps. C'est presque 40 ans aujourd'hui. Hein? Alors, on est dans les célébrations du 40e, effectivement. Voilà. Alors, comment pouvez-vous au moins présenter votre organisme à ceux qui vous écoutent ce matin? Ben, c'est avant toute chose, c'est un regroupement de 103 organismes qui interviennent en itinérance. Donc, à travers le Québec? Non, à travers Montréal, spécifiquement. Oh my God. Ça représente un bon 90-95% des organismes qui travaillent en itinérance à Montréal. Et là, vous avez de tout. Vous avez l'itinéraire, vous avez la Maison du Père, vous avez des refuges, vous avez des centres de jour, vous avez des groupes qui interviennent en réinsertion, l'hébergement court, moyen et long terme, du travail de rue, tout ça. Donc, plusieurs types d'organismes qui font du logement aussi, toutes sortes de choses comme ça. Quand vous parlez de logement, il y a des gens qui habitent... des projets de logement communautaire, tout ça, oui. De développement, soit du logement permanent qui va être développé avec un soutien qui va être offert, soit du transitoire, le temps de faire le saut entre l'hébergement long terme et à être totalement autonome dans un logement directement. Mais Monsieur Saint-Jacques, avant de plonger dans le sujet, là, j'aimerais bien peut-être revenir un petit peu. Pouvez-vous nous dire, on va parler un peu des causes d'itinérance, selon vous? Oui, écoutez, il y aurait plusieurs choses à faire. En fait, je dirais qu'il y a presque autant de situations d'itinérance de personnes que de causes. On parle vraiment de situations, surtout la sortie d'institutions, que ce soit carcérale, que ce soit les centres jeunesse pour les jeunes. Oui. Ça peut être le trip d'été vécu qu'on va aller vivre dans la rue, qu'un jeune va vivre et il va se poser la question à la fin de l'été, est-ce que je reviens chez moi ou je reste dans la rue ou des choses comme ça. Que des situations qui pour nous est la principale, c'est toute la question de l'accessibilité au logement puis l'extrême pauvreté qui s'installe. Donc, qui fait que des personnes qui seraient juste sur le bord de la clôture, tout à coup, tombent d'un côté de la clôture, puis ça fait qu'ils tombent dans la rue. Un exemple, par exemple, on parle beaucoup d'une pauvreté extrême et d'une situation d'itinérance qui est de plus en plus présente chez les personnes âgées, mais c'est pas pour rien, c'est parce que les personnes âgées qui sont très pauvres et vraiment sur le bord, vulnérables, un réseau d'appartenance très peu stable, peu de relations sociales et tout. Donc, pas de relations sociales, pas d'argent. À un moment donné, une difficulté au niveau du logement, bang, bascule dans la rue. Oh my God, donc, c'est un exemple. Donc, on peut avoir... Nous, on considère au RAPSIM que ce sont davantage ces causes structurelles-là. Le logement, l'extrême pauvreté, le réseau relationnel très déficient qui crée ça. Au-delà de j'ai perdu ma job, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu... Exactement, c'est ça. C'est des réalités individuelles, mais on retrouve derrière des raisons structurelles et c'est ce qui découle des choix qu'on a fait comme société, de ne pas suffisamment accompagner ces personnes-là, de ne pas combattre suffisamment l'extrême pauvreté. Je vous dirais que c'est les raisons principales. Il y en aurait aussi beaucoup d'autres autour. Il y a les problématiques aussi qui sont associées, qui se développent un peu dans la rue et qui, des fois, sont la cause de tomber. La question de la toxicomanie, par exemple, l'alcoolisme ou les problèmes de santé mentale, des phénomènes sociaux, comme on parlait de la désinstitutionnalisation, par exemple, qui a amené plusieurs personnes qui étaient suivi, ne serait-ce que suivi, médication, rencontre avec des professionnels de la santé sur une base régulière, logés, qui tout à coup se disent, arrangez-vous avec vous-même, on ira vous voir chez vous plus tard, et évidemment, basculent dans la rue. Donc, les causes sont aussi grandes et viennent amener une question fondamentale, qui est la question du choix. Est-ce que les gens font le choix ou pas d'être dans la rue? Moi, je pense que quand c'est des raisons structurelles qui fait que on crée l'itinérance, la grande majorité des gens, ça se peut pas qu'il ait fait le choix de ça. Moi, même le jeune fugueur qui fugue, puis qui se pose la question, je retourne-tu à l'école et je retourne chez sa mère, des fois, il aura peut-être même pas le choix, il va peut-être être déjà tombé dans la drogue, il va peut-être être déjà tombé dans la dure réalité de la rue, il sera même plus en situation, on parlera même plus de choix, on va parler d'un non-choix ou d'une... Alors, c'est ça qui est particulier. C'est vraiment, M. Saint-Jacques, là, mon conjoint, quelqu'un qui me dit c'est un choix. Vivre dans la misère, vivre dans la rue, vivre dans l'itinérance, c'est un choix. Il y a de la difficulté. Mais j'aimerais juste revenir sur ça parce que l'année passée, il y avait quelqu'un qui est venu ici qui nous parlait d'un chiffre de 20 000. Alors aujourd'hui, on parle d'encore plus. Alors la situation, elle est en train de reculer. C'est-à-dire, on a un problème. L'étude principale qu'on a faite, elle date de 98 et on parlait alors de 28 000 personnes qui fréquentaient les maisons, les refuges et les centres pour chercher de la bouffe. Il n'y a rien de plus récent que 98? Pas véritablement. Et là-dessus, il y en avait environ 12 600 qui étaient considérés comme sans domicile fixe vraiment dans les 12 derniers mois.
Depuis ce temps, on a eu différentes évaluations, 150 000 au niveau du Canada, dont 30 000 étaient attribuables à Montréal et tout ça. Donc, les chiffres ne sont pas clair. Et là, il y a un débat. Est-ce qu'on doit tenir... On vient d'avoir un portrait qui a été fait par le gouvernement du Québec, qui est basé, mettons, sur toutes les ressources communautaires dans différentes régions du Québec pour démontrer, oui, un chiffre, mais aussi les conditions qualitatives, au niveau qualitatif de cela. Il y a le maire Coderre qui veut faire un dénombrement, qui va faire son dénombrement. Les premières évaluations sont prévues pour l'hiver prochain, en mars, et 6 mois plus tard, pour calculer un countdown, un soir, un moment spécifique, pour avoir une idée de ce chiffre-là. C'est important, je pense, d'avoir des chiffres, mais l'important, c'est est-ce qu'on a les outils pour voir est-ce que la situation par rapport aux services, par rapport à ce qu'on offre, par rapport à ce que le réseau de la santé s'occupe de ces personnes-là, elle est où? Pour nous, c'est clair qu'il y a une aggravation. Parce qu'on voit juste les refuges de nuit, de soir, autant chez les dames que chez les hommes. Il y a une augmentation constante. On est souvent très proche de la limite ou du débordement. Donc, ça peut pas que ça aille pas mieux. Les types de population qui s'améliorent. Donc, on a un très grand dispositif, plusieurs services qui nous permettent de sortir beaucoup de monde de la rue, mais il y a encore une très grande présence qui est là. Donc, pour nous, la raison fondamentale, au-delà de compter spécifiquement, c'est de voir est-ce qu'on est dans une situation d'aggravation ou pas. Est-ce qu'il y a une situation d'extrême pauvreté toujours aussi grande? Ben ça, on a des indicateurs, on n'a pas besoin. On peut nommer le Conseil du bien-être social ou d'autres ressources qui nous disent que non, il n'y a pas nécessairement plus de pauvres que 10 ans. Mais ceux qui sont pauvres, ils sont plus pauvres. Oh my God, et les riches sont plus riches. Donc, moi, je pense à des pauvres qui ont encore un logement. S'ils sont plus pauvres, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui ont distillé dans l'itinérance. Donc, au-delà de faire dire 15, 20, 25, 30, 40 000 d'itinérants à Montréal, ben moi, je peux vous garantir qu'il y a encore une aggravation. Mais c'est ça, M. Saint-Jacques, que je voulais retenir. Ça veut dire que le chiffre, si, par exemple, à un moment donné, ils ont cité 20 000 et aujourd'hui, on cite 28 000 et 40 000, c'est un problème réel et que je pense que même le gouvernement ne veut pas avoir ce chiffre-là. Parce que c'est pas un chiffre qui va relancer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. La dernière étude qui date de 98, ça fait pas sérieux, là, parce que c'est un problème, il est criant au centre-ville, on le voit, tout le monde est en mesure de le constater. Mais voulez-vous mettre de l'argent pour faire un calcul comme ça, qui va être de toute façon la pointe de l'iceberg? C'est ça aussi la question. C'est là où il y a un peu ce débat-là. Puis en même temps, ben oui, on veut documenter la situation, puis c'est normal de le faire. Mais le débat il est entier, là. Tout le monde sait, on les compte-tu, on les compte-tu pas. Ça existait, ce Coderre semble avoir réglé le problème. Lui... Dans son projet, là. Oui, dans son projet, oui. En théorie. Oui, puis il n'y a jamais de problème très longtemps avec M. Coderre. Mais revenons, M. Saint-Jacques, maintenant. Oui. On peut, si on le dit comme quoi c'est la perte de l'emploi, le chômage, ces immigrants-là qui se présentent ici, puis ils n'ont pas d'orientation, ils sont un petit peu perdus, ils se retrouvent aussi un petit peu dans la rue et tout, c'est quand même... c'est honteux aussi en même temps. C'est honteux, mais c'est ça. Ça fait partie des phénomènes sociaux. C'est surtout honteux dans une société comme la nôtre. Voilà. Riche, organisée, tout ça. Même avec on s'enorgueillit de notre filet social qu'on a au Québec, de l'argent, tout cet argent-là qu'on met dans les impôts pour mettre dans des programmes sociaux, et de voir que cette réalité-là est encore présente, ça montre à quel point on n'en fait pas. C'est sûr qu'on n'en fait pas assez. Alors, M. Saint-Jacques, nous sommes d'accord sur la pauvreté, comme quoi c'est un élément, c'est un déclencheur réel de l'itinérance, c'est ça? Ouais. Revenons un petit peu maintenant au système judiciaire et tout, là. Oui. Tu sais, les gens qui sont devant, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce côté-là, du système judiciaire et sa cause, et son rapport avec l'itinérance? Ben, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, au RAPSIM, les principaux points sur lesquels on intervient, c'est toute la question, il y a beaucoup le financement des organismes, l'autonomie des organismes communautaires, la question du logement et de l'itinérance, tout l'accès aux soins, santé, services sociaux, ces choses-là. Et il y a une question qui est toujours demeurée centrale, qui est la question de cette judicialisation, l'entrée progressive des personnes marginalisées. Elle existe de tout temps. On criminalise les pauvres depuis toujours. On le fait. Et si on les criminalisait pas, on trouvait des moyens de les enfermer, de les stigmatiser, de les battre. Donc, il reste encore des vestiges de ces querelles, disons, historiques là, à travers le phénomène de l'itinérance. Pour nous, à un moment donné, c'est devenu au tournant des années 2000 une préoccupation, une problématique qui devenait aussi importante que la santé mentale et la toxicomanie. Pourquoi? Une des raisons fondamentales, c'est cette augmentation de ce qu'on appelle le profilage social.
qui est surtout venu, on a toujours un peu judiciarisé, criminalisé un peu les pauvres, mais il y a eu quelque chose, une recrudescence assez forte avec l'arrivée de la police de quartier en 1997, où on a dit, bon, il y a plus... le rapprochement du citoyen. On va se rapprocher plus des citoyens, proximité, on se débarrasse assez bien de la grande criminalité, on va essayer d'intervenir sur des zones plus ciblées. Et évidemment, ça participait à l'idée de tout le développement de la revitalisation des centres-villes, l'effet de mode d'avoir des centres-villes propres, éclairés, bien beaux et tout ça. Et évidemment, il y en avait qui se trouvaient victimes de ces transformations-là. Et en plus, on avait doublé de ça une approche sécuritaire qui s'est développée, qui a pris de l'ampleur évidemment là, avec l'année, avec les pressions, avec le 11 septembre et tout ça. Donc, ce qui fait que nos services de police à travers ça ont travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle la petite criminalité, des incivilités, des comportements qu'on associe et ce qu'on a comme fait un peu comme virage à un moment donné, on a associé les personnes à des potentiels gestes plutôt que faire finalement du profilage criminel, c'est-à-dire de viser des comportements qu'on va sanctionner. On s'est mis à viser des populations. Et c'est drôle, on le voit à 3 niveaux quand même. On a un profilage racial qui s'est beaucoup développé au tournant des années 90-2000. Ça, un des éléments où on l'associe, c'est toute la montée du phénomène des gangs de rue qui fait qu'on stigmatisait surtout les jeunes des communautés culturelles plus facilement, qu'on nommait des escouades pour intervenir avec ces personnes-là, donc qui faisaient du profilage à répétition. Au niveau du profilage social, c'est comme je vous dis, c'est les services de police qui décident d'intervenir plus spécifiquement sur la petite criminalité, la revitalisation des centres-villes. On va vider l'espace public. Puis on a même aussi ce qu'on appelle le profilage politique, c'est-à-dire des arrestations de façon massive dans des manifestations qui sont venues avec tout le mouvement altermondialiste. Donc cette idée, cette image de profilage, on vise des personnes en particulier. Pour les personnes itinérantes, c'est pas très difficile à voir. Hein? Ils ont des signes clair de marginalité au niveau de l'habillement, au niveau de choses, des gestes, des postures de pauvreté ou des choses comme ça. Donc souvent, vous voulez dire agripper un itinérant, c'est plus facile que... Ils sont plus faciles à identifier. À identifier. Et là, ce qu'on a constaté, c'est au tournant des années 2000, c'est un incroyable flot de contraventions remises à ces personnes-là. Des gens se retrouvaient en prison pour payer ça, mais c'était pas très bien documenté. Les groupes le faisaient, mais de façon éparse. Fait que ce qu'on a essayé de faire, c'est de documenter la situation, de ramasser les contraventions, les copies des contraventions qui reviennent, pour voir les motifs qui étaient invoqués et tout ça. Et là, progressivement, le milieu de la recherche s'est mis là-dedans, et là, on a réussi à documenter ce phénomène-là véritablement. Donc, vous avez eu tout un travail là à faire. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est de ce travail-là, ou est-ce que c'était c'est sûr qu'il y a plusieurs choses. C'est sûr que ça a été âprement diffusé et tout. Il y a beaucoup de réactions qui ont été amenées. On pense par exemple à la Commission des droits de la personne qui a sorti en 2009 un avis montrant clairement que la Ville de Montréal et le service de police s'adonnent à des pratiques de profilage social et tout ça. Le Barreau du Québec a été intervenu aussi sur la question, a dénoncé le recours, l'utilisation du judiciaire pour traiter des populations marginalisées. On a réussi aussi au niveau de la Ville de Montréal à obtenir un moratoire. Il n'y a plus d'emprisonnement. Il n'y a plus de mandat d'emprisonnement émis pour des contraventions impayées. C'est ça. Et on a créé aussi des services plus d'accompagnement plus spécifiquement dans ce domaine-là. Mais en premier lieu, ce qui était particulier, c'est qu'on ne voyait pas les gens, on se dit ils sont en prison parce qu'ils ont fait des gestes criminels, puis ils nous le disent pas comme intervenants. Mais c'était pas ça, non, c'était en lien avec les contraventions qui après quelques années, l'accumulation, tu veux dire. Oui, puis au bout d'un processus, vous recevez une contravention, vous êtes jugé, ensuite vous avez un huissier qui vient vous voir, vous avez un mandat d'amener, c'est comme un 48 heures pour aller payer ou pour aller prendre une entente de paiement ou pour aller faire des travaux compensatoires. Et vous avez le mandat d'emprisonnement. Mais une personne qui ne surveille pas son constat ou qui en reçoit plusieurs, qui les jette, au bout de 2, 3, 4 ans, elle se retrouve au mandat d'emprisonnement. Donc, plusieurs faisaient des séjours de même. Et là, ça se mêlait avec toutes sortes de réalités. Donc, ça, c'en était une. L'autre chose, c'est la dette judiciaire importante qu'ils accumulent au fil des années, des milliers, des dizaines de milliers pour certains, des personnes très présentes dans la rue. Par exemple, qui ont fait beaucoup, mettons, de squeegee, présence dans les parcs pendant plusieurs années, ont pu accumuler, si vous avez ramassé un constat d'infraction en général, c'est $100. Au bout du processus, c'est rendu 200-300. Fait qu'imaginez si vous en avez 90. C'est déjà, puis le 90, c'est quand même pas pire. 90, si vous avez passé 2 ans dans la rue, c'est pas un par jour. C'est quand même à la limite, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est vraiment cette accumulation-là, cette perte judiciaire, puis une espèce de, à un moment donné, de constat d'injustice qui
complètement renouvelé au point qu'on s'en préoccupe même plus à un moment donné. Ouais, c'est le système qui déclenche et puis ça s'arrête plus là. Voilà. Ça devient la routine. Ça devient routine, ça devient normal presque. Et justement, M. Saint-Jacques, emprisonner quelqu'un qui est un itinérant comme ça, revenir, vous l'aidez pas non plus de réintégrer une société, là, j'imagine. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Quand on a commencé à travailler beaucoup, quand on a commencé en 2003, on a développé une pratique de défense de droit qui s'appelle l'opération droit devant. Nous, on se disait, on va faire de la défense de droit et on va emmener les gens, ils vont faire des recours contre les policiers. Non. 12 ans plus tard, on a encore à gérer le flot de contraventions qui reviennent ou leur situation judiciaire. C'est déjà un premier pas. Souvent, c'est pas la première chose qu'ils cherchent. Hein. On va chercher à manger, on va chercher à se loger avant de régler ces constats d'infraction. Ouais. Mais, chose qui est quand même évoluée, c'est pour les personnes qui sortent de la rue, qui sont en situation de réinsertion, régler sa situation judiciaire ou en tout cas en avoir le portrait puis voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Ça fait partie du processus de réinsertion maintenant des personnes. Oui, Monsieur Saint-Jacques, moi ce qui m'intéresse plus maintenant de connaître un petit peu la jeunesse là, ces jeunes-là qui sont itinérants. Vous trouvez quelqu'un qui est un petit peu à un certain âge itinérant, c'est difficile à gérer non plus, mais un jeune là, c'est un jeune dans le 21, parmi votre clientèle, comment vous voyez ces gens-là, ces jeunes-là, quel est le rapport, quel est le soutien, quel est à ce niveau-là? Il y a plusieurs formes de soutien. Évidemment, il y a aussi beaucoup de réalités qui se traduisent. Ça peut être des fois une situation d'itinérance qui commence par sentiment de vouloir dénoncer la situation qui se passe. Donc, on veut sortir c'est un peu le côté anarchiste qu'on a au début, mais où la réalité vient un peu nous rattraper par la dureté, la difficulté de la rue. Souvent, les jeunes sont souvent plus en gang, des fois. Ils vont avoir des chiens, ils ont une allure, un look punk, se tiennent dans les espaces publics, donc beaucoup plus visibles, souvent plus stigmatisés, font plus peur aussi des fois parce qu'ils sont en gang. C'est plus épeurant peut-être de voir 3-4 punks avec leurs chiens dans un petit parc dans un quartier résidentiel que de voir un clochard qui est installé sur le banc de parc et tout ça. Mais évidemment, ça entraîne une stigmatisation plus grande et aussi une intervention policière qui va être aussi plus juste parce que le fait de se rassembler, là ils sont 2, 3, 4, là c'est la solitude, là ils sont dans la solitude et puis casse un petit peu la solitude pour se rassembler. Alors vis-à-vis aux policiers, le SPVM par exemple, c'est un problème. Ouais. Mais autant c'est drôle parce qu'autant les situations d'itinérance, un des phénomènes marquants, c'est le réseau d'appartenance très peu stable. Et pourtant, les jeunes réussissent quand même. Ils se côtoient, ils vont dans des spectacles, ils se voient. Donc, cet aspect-là, il est quand même préservé, ce qui est quand même mieux que pour d'autres formes de population. Pour certains, en tout cas. Il y a la sortie d'institution on n'a pas fini d'en sortir. La sortie des centres de jeunesse à 18 ans, il y a on essaie d'avoir un suivi avec ces personnes-là, mais il n'y en a pas véritablement. Il y a des projets qui sont développés pour le faire, là. On peut pas casser tout ça, qu'il y en a qui s'en sortent quand même, mais beaucoup, c'est comme si tu tombais de encadrement complet à le relâchement total. Donc ça crée un sentiment déjà sur la trop grande quasiment présence de liberté des personnes fait en sorte que ça vire tout ça. L'autre chose, on a des personnes qui vont avoir peut-être des difficultés, pas des gros problèmes de santé mentale, mais juste certains troubles qui vont se retrouver un peu amplifiés par la drogue et de plus en plus la mauvaise drogue qu'ils vont prendre, par exemple, pour certains d'entre eux. Et là, ça va avoir un effet déclencheur où, dans le fond, le problème fondamental est la drogue et la consommation de drogue qui les mélange et tout ça, mais en plus, couplé avec un problème ou une difficulté sensible de santé mentale qui est peu forte, qui est beaucoup plus amplifié à travers des situations de même. Donc, ça fait du monde qui arrive dans des ressources communautaires puis perdent la carte plus. Donc, plus sujet des fois à un peu plus de violence aussi. Mais une violence qui n'est pas nécessairement due à leur comportement en tant que tel, mais avec la consommation de la drogue qui va avoir eu lieu, la mauvaise drogue qui va leur être donnée, la difficulté de la rue qui entraîne aussi des problèmes physiques. Hein, on n'est pas au Mexique ici, là. On a des hivers, on a différentes périodes, on a des extrêmes de canicule, mais à côté de ça, ben de la neige et du froid. Donc, c'est pas une vie qui
qui est facile. Certains vont faire le choix quand même un peu d'y rester. Il y en a qui ne font pas du tout de choix. J'aime pas le mot choix. Non, mais ils commencent en ayant un choix des fois pour certains. C'est dit, moi, je fais ce choix-là. Non. Mais c'est un choix qui un choix d'être itinérant, très contraint. Ou sinon, ça devient un non-choix quand on commence à multiplier les problématiques. Et c'est là où le réseau d'appartenance retombe aussi. Il retombe en même temps que vous tombez dans la drogue, vous tombez dans des espaces ou que vous tombez juste dans les difficultés de la rue qui vous ramènent. Parce que M. Saint-Jacques, nous, je vais revenir sur ce point-là parce qu'il est important des jeunes, parce que nous, on a ici une émission qui est chaque fin du mois consacrée exclusivement juste pour parler des jeunes de centres de jeunesse, de la DPJ et tout. Et vous l'avez bien souligné, comme quoi il y a quand même un nombre de personnes, parce que les jeunes là qui vivent dans des centres de jeunesse et tout, et puis à 18 ans, ils se retrouvent dans la vie, ce qu'on appelle la vie. C'est sûr et certain, c'est le manque d'encadrement, manque de ressources et tout. Et clac, ça, c'est une brisure là, on casse quelqu'un en deux là. Est-ce que dans votre clientèle, vous remarquez ce phénomène-là? Ah oui, non, c'est clair, là, comme je viens de vous dire, c'est sûr que c'est une des raisons fondamentales qui le crée. Et récemment, on a annoncé justement un plan d'action interministériel au niveau québécois et le problème est adressé. Mais c'est comment qu'on va le prendre. C'est toute une question de comment vous prendre l'ensemble du système, de comment il fonctionne, le système de santé, le système d'encadrement des personnes entre le filet social qu'on veut offrir à une population pauvre, mais avec des difficultés qui sont très difficiles à adresser, avec des montants importants qu'on a à investir dans ça. C'est pas pour rien, hein? Les centres de jeunesse, c'est tricoté serré, c'est fort pendant un bout, et là, c'est ça, à 18 ans, t'as plus 18 ans, tout ça. Ouais, mais le problème... Il n'y a pas de flexibilité là-dedans. Le problème des centres de jeunesse, c'est que les jeunes, ils sont laissés, jusqu'à 18 ans, ils manquent d'encadrement, ils manquent de socialisation, ils manquent de tout, là, au sein des centres de jeunesse. Et puis, ils sont des mésadaptés sociaux, et puis à 18 ans, on les met sur la rue avec leur sac vert. Et puis, ils aboutissent au centre-ville. Mais c'est vrai, dans les réseaux parce que même dans le centre de jeunesse, ils vivent déjà une difficulté énorme. Énorme, sans aucun encadrement. Oui, énorme. La seule chose ils sont en contention, en détention. Alors, imaginez-vous, M. Saint-Jacques, quelqu'un qui a des parents, qui l'encadre un petit peu, il y a quand même un lien. Oui, alors, il y a un lien, se trouve un petit peu, ce lien se détache, là, c'est ouf. Ouais. Ils se retrouvent dans la rue, puis ils se retrouvent à composer avec les aléas de la rue. Et ces gens-là, vous leur dites, regardez, là, tu as un logement. Mais comment vous l'avez fait? Ils n'ont jamais vu, ils ont plus le souvenir d'une chaumière, ils ont plus le souvenir de comment on s'organise dans une maison, qu'il y a une pièce, qu'il y a un salon, alors, c'est pour ça que quand on parlait même d'accompagnement en logement, c'est pas pour les contrôler nécessairement, mais c'est pour leur dire, on va t'aider à faire ton budget, on va t'aider à où tu peux mettre tes boîtes. Oui, on t'a trouvé des meubles, ça te va dessus. Ouais. Pour vous, un logement, c'est vraiment c'est capital, c'est le point de repère, c'est la première raison, hein. Quand on parle d'un itinérant, c'est la première chose, c'est avoir un toit sous la tête. Et, c'est un des gros problèmes. C'est beau le fric. C'est beau la question financière, du revenu, mais quand on a créé la crise du logement puis la spéculation immobilière qui existe ici avec la hausse des loyers qu'on a connue extraordinaire, même tout le monde, puis ça c'est parlant pour tout le monde parce qu'on l'a tous vécu. Si vous avez été locataire dans les 10 dernières années, vous avez vu vos loyers augmenter de façon importante. Tout le monde l'a vécu. Fait qu'imaginez ce que ça représente, comme déjà pour des gens qui étaient déjà sur le bord de plus avoir assez de sous pour pouvoir financer. Fait que c'est pour ça que toute la question de l'intervention en logement social aussi qu'on développe, qui est importante, mais elle prend encore de plus en plus son sens. Donc oui, le logement est comme vraiment au cœur de tout ça. Puis c'est ce qui est un peu plus compliqué, parce que là, tout est cher. On veut créer des unités de logement. Oui, mais c'est cher. On peut faire construire des condos. Et on a de l'argent. Le Québec, on a de l'argent pour... On pourrait en faire plus. Oui. Alors écoutez, M. Saint-Jacques, on va faire juste une petite pause musicale et on va revenir. Et surtout, on va vous parler un petit peu, vous allez nous parler un petit peu du comportement, parce que la SPVM en particulier, en cible les itinérants comme quoi ils sont violents et tout. Vous allez nous parler de ce sujet-là. Alors, restez, chers auditrices, chers auditeurs, avec nous après la pause musicale. On va revenir avec M. Bernard Saint-Jacques. Champ de vitrine, bleu sale. En réclame de papier, journal, fardé de néon phare, foule anonyme.
gavé d'écrans couleurs, des armées de vocabulaire sur boulevard de nulle part. Fous les canards, pas à pas le béton, inondé d'envolées boulons, aux yeux coulés à la mer. Montre molle de Dali, marquant les sentiers d'utopie, naufrage et villes jetables, de parfaits inconnus semblables. Et si les anges avaient des ailes, ils nous mèneraient au paradis. Mais si, mais si, mais si, mais si les anges avaient des ailes au paradis. Mais si, mais si, mais si. Filet trop lourd de soif, marin d'Aral pendu par cœur, fini les nénuphars, fini les nénuphars, folle épitaphe. Et si les anges avaient des ailes, ils nous mèneraient au paradis. Mais si, mais si, mais si. Et si les anges avaient des ailes au paradis. Mais si, mais si, mais si, mais si. Épaule contre épaule, rêver à perdre haleine, aux errants du morose, au clair de la lune, sans plume, clouer le fond de sa chaise. Champ de vitrine, bleu sale, on réclame de papier, journal, fardé de néon phare, foule anonyme, fardé de néon fade, foule anodine. Et si les anges avaient des ailes, ils nous mèneraient au paradis. Mais si, mais si, mais si, mais si. Et si les anges avaient des ailes au paradis. Mais si, tant pis. Mais si. Alors c'est sûr et certain, mon collègue Ernest, il dit que les itinérants sont pas au paradis, je suis d'accord. Alors revenons, chers auditrices, chers auditeurs, avec vous sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Bernard Saint-Jacques, il est organisateur du RAPSIM. Alors on parle ici du réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal. Et notre sujet aujourd'hui, justement, on parle d'itinérance. Nous sommes en plein hiver, la première tempête de neige et tout. Et Monsieur Bernard Saint-Jacques vient nous parler un petit peu de cette clientèle. Et il s'agit quand même, on parle de l'année passée de 20 000, nous sommes rendus peut-être à 30 000, et je ne sais pas, l'année prochaine, ça va être, on va se rendre à quel chiffre. Alors, rebonjour Monsieur Bernard Saint-Jacques. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous parler surtout aujourd'hui de ce problème, ce phénomène d'itinérance qui est de plus en plus en augmentation. Et la question que je vous ai déjà posée avant
avant de revenir sur les ondes, il y a certains agents des SPVM qui disent, qui nous disent même comme quoi le comportement des itinérants et d'une manière générale, ils sont violents. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque? Absolument pas. C'est évident qu'il faut, pour justifier une intervention, il faut trouver un motif. Donc, évidemment, comme le SPVM dit toujours, agir sous la notion de comportement. C'est évident qu'on a fait quand même la preuve que souvent ce n'est pas le comportement, mais les personnes en tant que telles, leur allure, qui leur font agir de façon différentielle, carrément de façon discriminatoire. Et tout ça. Mais faut quand même leur donner ça. Il y a quand même eu une amélioration au niveau des différents rapports, une prise de conscience sur certains éléments. Ça, c'est sûr. Je pense entre autres en termes de directives dans l'émission des contraventions, par exemple, plus grand discernement. L'idée de créer des équipes spécialisées qui vont intervenir, qui font qu'avant d'envoyer le patrouilleur qui va juste donner des contraventions, on va arrêter d'envoyer le patrouilleur, puis on va envoyer une équipe voir est-ce que la personne elle peut être aidée. Même ces approches-là viseront pas nécessairement à dire t'as le choix, tu viens, je t'aide, ou tu vas avoir étiquette. Ils disent il y a quelque chose. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Et évidemment, on a eu des morts. C'est ça ce que je voulais dire. Personnes en santé mentale, dans 2-3 ans, on en a connu 4. Fait que et ça a fait, je pense, ça aussi, ça a amené une prise de conscience qui a amené une intervention qui est beaucoup plus soutenue au niveau de la santé mentale. C'est sûr que c'est pas suffisant. On parle de machine. Le mot profilage social est nommé aussi. En 2012, il y a eu un plan stratégique en matière de profilage racial et social qui est sorti. C'était quand même une reconnaissance à ce niveau-là. Mais on parle encore, évidemment, de gens en relations publiques, qui travaillent, qui développent, qui font leur formation, qui vont voir les patrouilleurs, mais qui ont une méchante grosse machine à transformer. Un système, une mentalité, une omerta, on pourrait dire, très forte, une très grande collégialité entre collègues. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas évident là, de le voir. Puis ça se traduit que même dans nos études les plus récentes, dans ce qu'on constate, c'est que il y a encore beaucoup d'abus qui sont commis. Souvent, c'est beaucoup de la violence verbale. C'est un peu, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est comme on leur donne moins de tickets, on va quand même les menacer davantage, puis on va davantage être vulgaire ou être dégradant à l'endroit des personnes. Vous vous rappelez peut-être l'hiver dernier, justement, ce gars qui était en short, cette vidéo le gars qui était en short au métro, je vais t'attacher mais c'était courant, on nous le disait, non, c'est des affaires qu'on voit souvent, évidemment, là, c'était marqué les esprits parce qu'il était en short, puis il s'est vraiment fait prendre sur le fait, là, le policier, mais c'est quelque chose qui est encore vraiment très fortement présent, puis qui fait particulièrement mal. Et là, vous adressez ça à des politiciens. Vous allez à la Ville de Montréal. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Faites des plaintes en déontologie. Nous, on est leur employeur, c'est vrai, mais ils ont quand même un fonctionnement. Et il y a le comité de déontologie policière qui peut vous aider là-dessus. Mais quand on sait que c'est déjà compliqué et le taux de sanction de 2-3% à la déontologie policière pour l'ensemble de la collectivité, imaginez une personne vulnérable qui doit étirer sa plainte, potentiellement voir le policier en conciliation et tout. C'est donc le processus de recours. Il y en a à peu près pas autour de cette situation très, très grave une fois que les abus sont vécus. Puis c'est ça qui est probablement un des plus rough. Et avec les problèmes déjà de la difficulté de la rue s'accompagne en plus. C'est un triple sentiment d'injustice qui s'accumule de cette violence-là vécue. Là. Mais M. Persage, juste pour vous, M. Saint-Jacques, juste pour vous informer que même où je suis arrivé à un moment donné, depuis quelques années, qu'on fait des plaintes à la déontologie policière, et tout, je suis rendu à un point où dire aux gens, écoutez, ne déposez pas de plainte à la déontologie policière, parce que cette institution, pour moi, c'était un gaspillage du fonds public, vous comprenez là. Imaginez-vous, là, on envoie des plaintes fondées, et puis ça revient toujours nul, tout ça tombe nul. Alors c'est dans les recours et c'est énormément difficile. Oui, Ernest. Justement, la nécessité du mouvement Action Justice, c'est précisément d'accompagner les gens dans le cheminement de leur plainte dans la déontologie. Parce que quand les gens le déposent dans leur nom personnel,
plus souvent qu'autrement. Ça leur donne une crédibilité certainement d'être accompagné. Quand c'est accompagné par un groupe comme nous, ben j'ai vu concrètement le résultat. Là, donc, c'est le service qu'on offre, et puis j'encourage les gens qui ont des démêlés avec la police de Montréal, qui ont des plaintes à formuler, de communiquer avec nous. Avec le corps policier, là, de manière générale. Alors, revenons à M. Saint-Jacques. Maintenant, justement, l'incompréhension si on parle de la violence, si ça existe, de la violence, du comportement d'un itinérant. Un itinérant, là, qui se trouve dans la rue pendant des années, ça atteint quand même sa santé mentale, quand même. Alors, il peut arriver à un moment donné où il perd complètement la boussole et tout. Alors, il faut une certaine compréhension vis-à-vis de ces gens-là. On ne peut pas traiter quelqu'un qui est normal par rapport à quelqu'un qui, malheureusement, qui est déboussolé et par cause. C'est sûr, quelqu'un qui a accumulé ça depuis longtemps, c'est lourd. Et les attentes des gens, autant quand, par exemple, qu'ils appellent la police ou quand ils voient cette personne-là sur une base régulière, ils se disent pourquoi il sort pas de là, pourquoi il y a pas on demande une intervention rapide, tu sais, comme dans n'importe quelle situation, comme si c'était une situation d'urgence parce qu'on voit cette personne-là ou parce que on veut quand on appelle la police, on veut qu'elle intervienne tout de suite. Alors que c'est impossible. Je veux dire, vous allez avoir, mettons... Puis faut pas penser, vous voyez un clochard dans la rue, là, ça veut pas dire qu'il y a pas des personnes qui vont le voir, tu sais. Peut-être un travailleur de rue que ça fait 8 mois qu'il vient à toutes les semaines le voir, t'as-tu besoin de quelque chose, tu veux-tu quelque chose? Et si la personne dit non, ou elle est dans sa bulle et on n'est pas capable de sortir de sa bulle, elle sera pas nécessairement aidée, mais cette personne-là, elle fait pas le choix nécessairement d'être dans la rue, elle fait pas nécessairement, mais elle est dans une situation où on va quand même pas la forcer non plus. Oui. Pour intervenir auprès d'elle. Évidemment, en période de grand froid, là, on va s'assurer qu'elle n'est pas dehors, idéalement, mais autrement que ça, on peut pas la forcer. Mais souvent, ces personnes-là sont dans une situation de dégradation de la condition de vie très forte. Puis c'est sûr que ça joue énormément sur leur situation. Mais on est souvent en attente des gens. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Faut qu'elle sorte de là tout de suite. Ben non. Faut peut-être aller à son rythme. Faut peut-être qu'à un moment donné, il y a moyen, on va être capable de la sortir. Puis peut-être qu'on va essayer de la sortir. Puis non. On va l'amener à l'hôpital. Elle va être sortie 3 heures plus tard. Elle va aller un petit peu mieux. Puis ça va se dégrader tout de suite après. On voudrait que les gens soient pris en charge. On voudrait que ces gens-là sortent, mais ça se fait pas comme ça non plus. Puis les services octroyés à ces personnes-là, c'est difficile de les faire fitter dans les services-là, dans des services très compartimentés, d'un côté la santé mentale, de l'autre côté, mettons, la toxicomanie, de l'autre côté, la santé physique. Ils vivent une opération ou ils ont un cancer, par exemple, et on leur fait des traitements de chimiothérapie. S'ils réussissent à aller à leur rendez-vous pour faire la chimiothérapie, comment ils font leur convalescence? Faire le suivi, là, c'est comment on fait une convalescence d'une personne qui est dans la rue, puis qui se retrouve à l'hôpital, puis il faut la traiter, mais qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps? Elle va pas, elle n'a pas automatiquement un lit de convalescence à l'hôpital jusqu'à temps qu'elle soit mis top shape. Là. Ça veut dire les condamnés d'avance, quoi. Ben, elle est condamnée d'avance, mais je pense à une personne qui, mettons, va avoir 30 ans. Elle a 30 ans. Elle avait 30 ans quand elle est arrivée dans la rue. Elle en a 40 aujourd'hui. Elle en a pas 40 comme vous et moi. Physiquement et tout, elle en a probablement 10, 15 ans de plus. Dépendamment aussi des duretés de la rue. Est-ce qu'elle consomme de la drogue? Fait que oui, on part de loin. Oui. Maintenant, à propos avant de l'accompagnement que vous faites, vous, là, parce que c'est important aussi, hein, heureusement que vous êtes là. Hein, donc, Mais quand on a commencé à intervenir on était en dénonciation. On disait, il faut faire connaître cette situation-là. Donc, on était plus dans les activités de sensibilisation, documenter la situation puis la dénoncer. Sensibiliser aussi. Sensibiliser les gens. Les gens sont très sensibles à l'idée de quand on dit, mais ils n'ont pas d'argent, comment ça, on leur donne l'étiquette. C'est ridicule, ça se tient pas. Puis là, on peut commencer, la discussion peut plus s'amorcer. Mais évidemment, en parallèle à ça, on pouvait pas juste dénoncer et tout, fallait les aider. Fait qu'on a essayé de former beaucoup les intervenants, les amener dans l'arène judiciaire, leur dire comment ils peuvent les accompagner à la cour municipale, peut-être dans certains cas prendre des ententes de paiement, de travaux compensatoires, des choses comme ça. On a réussi à faire ça un peu pendant quelques années, mais évidemment, il y avait un constat d'impuissance. C'est des intervenants qui vont être davantage appelés à intervenir sur des éléments encore plus fondamentaux, hein, comme vous agissez comme des représentants, vous agissez comment? Au départ, on était plus en termes de formation. On faisait plus la formation. On va vous expliquer comment fonctionne l'arène judiciaire pour que vous puissiez aider au quotidien ces personnes-là. Ou minimalement, si vous voulez faire des cas d'abus, tout ça, même dans notre liste, on avait le MAJ. Le Mouvement Action Justice dans notre liste, dans notre carnet de
de courtes solutions, Oui. parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions quand une personne reçoit un constat. Puis vous connaissez comme moi, les recours sont loin d'être très, très, très efficaces. Oui. Je parle pas de non-recours qu'on offre, mais des recours offerts au public de façon générale. Donc, on expliquait minimalement un peu c'était quoi. Même à un moment donné, on s'est rendu compte que les intervenants pouvaient pas. C'était impossible. C'est trop de connaissances, et c'est aussi une intervention qui est pas première par rapport à leur mission. Donc on a créé un service qui s'appelle la Clinique Droit Devant. Ah. Ce service existe depuis 2006, donc il y a 8 ans aujourd'hui, et il est devenu autonome dans les derniers mois. Il est devenu un organisme en bonne et due forme. Puis la Clinique Droit Devant, c'est d'abord des intervenantes sociales qui vous reçoivent, qui regardent avec vous l'entièreté de vos dossiers de contravention, font sortir les dossiers, ils peuvent sortir aussi le petit criminel. Est-ce que ces gens-là, ils ont une formation en droit ou pas nécessairement? Ils n'ont pas de formation nécessairement en droit, mais ils ont évidemment une grande formation, une grande connaissance des rudiments du juridique. Souvent, ce juridique que les avocats n'aiment pas faire, c'est-à-dire les accompagnements, donc là, c'est la sortie de dossier. On peut voir les possibilités, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans certains cas, ça peut être des accompagnements justement en déontologie policière, des prises d'entente de paiement. Aussi, des fois, c'est d'appeler des cours municipales d'autres villes, parce qu'on a reçu des fois des contraventions dans d'autres villes et tout ça. Donc, juste le fait d'accompagner quelqu'un dans le tribunal, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est une autre étape. Déjà, faire sortir le dossier, c'est pas très demandant. La personne n'est même pas obligée de se présenter. Elle va se faire dire au téléphone qu'est-ce qu'elle a comme situation. Là, une fois après, c'est ça. Est-ce qu'on va à la cour? Est-ce qu'on va défendre contre ton ticket? Est-ce qu'on va même juste à la cour pour aller prendre une entente, se retrouver devant un percepteur des amendes? Il y a quelque chose là. Comme on disait tout à l'heure, c'est des gens qui verront peut-être jamais un juge, ils verront vraiment jamais dans une cour de justice tout au long du processus, et pourtant ils ont 15 000 piastres ils se ramassent facilement derrière les barreaux. Ils pouvaient se retrouver en tout cas beaucoup plus facilement avant. Et là, en parallèle à ça, c'est créé un programme spécial à la cour municipale qui est un programme de procureur et de percepteur désigné. Donc, on a le PAGIC, le programme d'accompagnement justice à la cour, et le PAPSI qui est au volet perception, donc qui est le programme d'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, vous avez un service qui est un peu plus rapide pour faire sortir, par exemple, les dossiers. Si vous prenez, par exemple, au niveau du percepteur, vous pouvez être accéléré dans l'ordonnance de vos travaux. Si, mettons, vous avez une petite dette que vous voulez régler. Assez facilement, ça peut se faire. Oui, ça, plus rapidement. Des ententes de paiement, on a souvent, il faut payer un certain pourcentage d'un montant qu'on doit, puis un montant mensuel minimal, qui est genre de 20 ou 50 $. Ben là, on peut avoir des montants qui sont plus bas c'est pour stabiliser un peu souvent, c'est pour stabiliser davantage que pour régler, là. À moins d'avoir pas trop d'argent. Calmer un petit peu le jeu. Oui, mais il y en a qui, mettons, ils ont 15 000 $ de dette, puis ils prennent une entente à 5 piastres par mois. On s'entend que ça calme, ça atténue la pression sur la personne. C'est symbolique aussi. Mais c'est aussi symbolique dans le sens qu'on sait qu'ils ne paieront jamais les 15 000 $. Mais ça va avec le système, hein. C'est le système qu'on nous offre, OK. C'est celui dans lequel on peut mais ça atténue aussi la pression sur la personne de ce côté-là. Sinon, on a un programme de percepteur désigné ou de procureur désigné, où là, il y a une rencontre qui se fait avec un avocat qui a lui aussi l'entièreté du dossier, regarde l'état de la situation de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, de travailler un peu à sa consommation, est-ce qu'elle est peut-être rendue en logement depuis ce temps-là. Évidemment, des fois, c'est des flots de contraventions accumulés avec des années de dure réalité de la rue il y a un peu plus de stabilisation aujourd'hui, et souvent, en général, on efface carrément le judiciaire. Et il y a une étape qui est très importante, c'est qu'une fois ils ont rencontré le procureur, il y a l'autre étape, c'est faut qu'il aille devant le juge, parce qu'il faut faire casser. Faire casser les contraventions. Après un ordre du tribunal. C'est ça. Donc il faut quand même, évidemment, c'est le procureur qui dit j'ai rencontré la personne, elle a eu 130 tickets, on les enlève toutes. Puis elle explique la situation, j'ai eu ça. Finalement, le procureur est quasiment devenu de l'avocat de la défense en même temps qu'il est le procureur. Et le juge pose des questions à la personne. Et finalement, ça casse. Fait que, évidemment, c'est pas une panacée. Ça aide surtout les personnes qui sont en situation de réinsertion sociale. Si vous êtes en ce moment dans la rue, puis c'est la grosse difficulté, ça va être difficile d'intégrer un programme comme celui-là, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment des améliorations significatives. Mais ça, c'est un autre élément qu'on a pu mettre dans notre coffre à outils, dans notre coffre à solutions plus récemment, qui fait que pour certains, on peut quasiment le dire, on le dira pas trop fort, mais ça devient presque une amnistie individualisée. On vient de faire l'amnistie d'une personne en réglant
toute sa situation judiciaire. Il y a comme une reconnaissance derrière ça que il s'est donné trop de contraventions à Montréal. C'est une reconnaissance que le système est d'une absurdité totale. Tout à fait. Fait que c'est ça a ça de bien. Et il y a aussi la rencontre, des fois juste la rencontre, une personne qui est dans une situation de réinsertion sociale, elle a besoin de développer un espèce de réseau et de se retrouver devant un juge. Puis le juge te demande comment ça va, il y a comme valorisation. Oui, valorisation. Presque, on pourrait presque dire que ça va améliorer son rapport avec les institutions de façon générale. Avec l'autorité. Peut-être un peu plus. Là, je n'osais pas dire ce terme-là. Je n'osais plus dire institution de façon générale. Certes, si vous êtes devant un juge, vous êtes devant l'autorité, oui. Il n'y a pas beaucoup plus haut que ça. Mais, fait il y a c'est un peu ces approches-là, malgré le caractère très imparfait de ce qu'on réussit à faire, qui fonctionne. Puis vous voyez, ce service-là, depuis 8 ans, a accompagné 1500 personnes. 1500 personnes, c'est on t'a ouvert un dossier et on a sorti. Un suivi, là. Puis assurer autant que possible un suivi. Évidemment, il y a des personnes qui retombent, qui ont des problèmes, tout ça. Fait qu'évidemment, il y a le criminel aussi. Certains ont du petit criminel qui se mêle à tout ça. Mais ça a un effet assez important sur les situations. Mais évidemment, c'est des situations qui sont réglées au cas par cas, sur une base individuelle. Et c'était pas facile d'un bord. À un moment donné, ça devient un peu contradictoire parce qu'il y a l'action de dénonciation d'un bord et de l'autre bord, il y a on va la gérer. Mais on avait comme pas le choix en quelque part aussi à un moment donné. Mais c'est bien, parce que M. Saint-Jacques, au moins maintenant, c'est ça, le côté système judiciaire et tout, donc vis-à-vis aux itinérants, personnes itinérantes, s'il y a quand même, il y a un espoir. Maintenant, revenons pour les dernières 2 minutes, peut-être qu'il vous reste, pas plus que ça. Parlez-nous un peu de logement, parce que c'est quand même important, là. Est-ce qu'il y a un aboutissement? Pensez-vous qu'il y a un espoir aussi, que ces 30 000 ou 40 000 personnes, à un moment donné, un jour, ils vont trouver un toit sur la tête? Ben, c'est sûr, c'est difficile. Écoutez, on est à un flot au Québec qui se construit à peu près 3 000 logements sociaux par année à l'entièreté du Québec. Bon, vous voyez, le maire Coderre dit qu'il veut en construire 1 millier d'ici, là je parle pour les populations plus marginales, mais il y a beaucoup de choses qui se fait. Beaucoup d'organismes se développent une seconde mission, une seconde vocation. Vous avez l'organisme Dans la rue, qui par exemple est un centre de jour pour jeunes, offre beaucoup de services de réinsertion par exemple pour les jeunes, mais là va bénéficier bientôt, va être en train d'acquérir un immeuble où il va pouvoir héberger quelques jeunes de la rue justement dans le quartier Hochelaga Maisonneuve et leur offrir un soutien communautaire qui vient avec une mise en donc tu sais il y a des programmes, il y a des projets qui se font. Il y a aussi toute la question de l'intervention au niveau des maisons de chambre à Montréal qui était quand même un type d'habitation très prisé même au centre-ville et le parc de maisons de chambre s'est beaucoup étiolé avec les années, s'est transformé évidemment comme vous pouvez imaginer avec la pression qui a été mise sur ces personnes-là et là depuis ce temps-là il y a un travail qui vise à essayer de sauvegarder ces maisons de chambre. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui se fait, mais dans un contexte où évidemment où les condos poussent comme des champignons, puis où la pression elle est là, un promoteur est là, il est prêt à mettre 300-400 000 $ tout de suite pour s'assurer qu'il va avoir tel terrain. Il va aller plus vite qu'un gros fonctionnement promoteur, par exemple, pour créer par exemple des logements sociaux ou des choses comme ça. Mais il y a une grosse pression qui est mise là-dessus. Alors voilà, juste pour finir, donc on peut conclure comme quoi le phénomène d'itinérance ici à Montréal ou au Québec, à travers le Québec, il a tellement débordé à un point on peut dire qu'il a tiré l'attention des politiciens. Alors, on vous dit tout simplement merci, Monsieur Bernard Saint-Jacques, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé. Tout le monde, je pense, ils sont heureux de vous écouter, de suivre avec vous de ce volet-là. Et on vous donnera un rendez-vous. Peut-être qu'on va vous rencontrer aussi dans une autre émission. On parlera aussi toujours d'itinérance. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, à mon nom et au nom de Radio Centre-Ville, on vous dit merci et on vous souhaitera une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.